Nous étions au milieu du toast d'anniversaire quand elle l'a dit. 7 ans. C'est le temps que je suis marié à Claire. 7 ans de blagues internes, de marathons télévisés nocturnes et de construction d'une vie, brique par brique avec soin. Je me tenais à la tête de la longue table de dîner entourée de nos familles, la main levée, mon verre tremblant légèrement, le cœur plein. Je l'ai regardée, la femme à qui j'avais promis tout, et j'ai dit à Claire, 7 ans de loyauté, de rire et d'amour. Je ne changerai rien. Et puis elle a ri. Pas un rire chaleureux. Pas le genre de rire que vous donnez à votre mari quand il devient sentimental devant votre mère. Non, celui-ci était plus aigu, plus fort et un peu trop long. Comme c'est mignon, a-t-elle dit. Toute la pièce est devenue silencieuse. Ma sœur s'est figée à mi-gorgée. Mon père a toussé dans sa serviette. On pouvait entendre la climatisation se mettre en marche dans la pièce voisine. J'ai cligné des yeux, j'ai souri, j'ai essayé de faire semblant d'avoir mal entendu. Pardon, ai-je dit, mon verre toujours levé. Claire a de nouveau ri, trop vivement. Je ne le pensais pas comme ça, a-t-elle dit, agitant paresseusement sa main en l'air, son vin se répandant dangereusement. Je veux dire, je t'aime. Bien sûr que je t'aime. Mais elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit. Elle a regardé le cocktail de crevettes dans son assiette, et juste comme ça, toute la soirée est devenue statique. Chaque mot qui a suivi était étouffé, comme si je regardais la vie se dérouler à travers une fenêtre embuée. La nourriture a refroidi dans mon assiette. De toute façon, je ne pouvais rien goûter. Claire a ri et a discuté avec mon cousin de vacances à Moï comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas juste allumé une allumette au milieu de notre vie domestique soigneusement arrangée. Mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont elle a dit, comme c'est mignon. Comme si elle parlait à un enfant. Comme si ma dévotion était devenue une blague interne qu'elle partageait avec quelqu'un d'autre. Je l'ai observée pour le reste de la soirée. La façon dont elle touchait son collier quand elle pensait que personne ne regardait. La façon dont elle évitait mes yeux. La nonchalance qu'elle portait comme une femme qui avait déjà décidé quelque chose en privé et qui passait maintenant juste par les formalités. Avez-vous déjà vu un moment et su simplement que tout changerait après ça? C'était le mien. J'ai passé tout le trajet de retour en regardant par la fenêtre du passager. Elle fredonnait toujours avec la radio, quelque chose d'optimiste, quelque chose de faux, et tout ce à quoi je pouvais penser était, quoi d'autre a été une blague pour elle? Je m'appelle Noah. Et jusqu'à ce soir-là, je croyais avoir un mariage solide, même s'il avait ses fissures silencieuses. Maintenant, je ne suis plus si sûr d'avoir eu quoi que ce soit. Et si vous pensez que c'est la pire partie, vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé le lendemain matin. La lumière du matin ne semblait pas être un pardon. Elle s'est glissée à travers les stores trop rapidement, trop vivement, décollant les ombres qui m'avaient gardé sain d'esprit pendant la nuit. J'ai trouvé Claire dans la cuisine, fredonnant pour elle-même comme si de rien n'était. Elle se tenait près de la cuisinière dans un de mes vieux t-shirts d'université, le sien maintenant, par défaut, et remuait des œufs comme si nous n'avions pas traversé un champ de mine la nuit précédente. L'odeur de bacon remplissait l'air, mais elle me retournait l'estomac plus qu'elle ne me réconfortait. Bonjour, a-t-elle gazouillé, sans même me regarder. Le café est frais. J'ai hoché la tête. Je me suis assis au bord de la table où nous avions partagé d'innombrables petits déjeuners de week-end. Toujours pieds nus, toujours décontracté, toujours en sécurité. Pas aujourd'hui. Elle a apporté une tasse et l'a posée devant moi avec un léger sourire. Je ne pensais rien de mal, Noah. Tu sais comment je suis après le vin. Sa main a légèrement effleuré mon épaule avant de se retirer. Je n'ai pas tressailli, mais je n'ai pas répondu non plus, car la vérité est que cette phrase n'était pas pour moi. C'était un pansement précoupé, précuit pour qui elle pensait que je devais être. Le mari indulgent et facile à vivre qui rit des signaux d'alarme comme s'ils n'étaient que des motifs originaux dans la relation. Claire vivait sa vie en performance. C'était quelque chose que je commençais à voir. Et la nuit dernière, c'était un tout nouvel acte. Elle s'est affairée à préparer des toasts et des fruits, fredonnant une chanson indie qui sortait du haut-parleur Bluetooth. Elle n'a pas demandé comment j'avais dormi. Elle n'a pas reconnu le silence que nous avons partagé dans la voiture. Elle a simplement dansé autour de l'inconfort comme si c'était de la poussière qu'elle pouvait balayer sous le tapis. J'ai remué mon café lentement, l'observant du coin de l'œil. Ses mouvements étaient fluides, polis, comme une actrice de théâtre le soir de la première. Je pouvais le voir maintenant, à quel point ces conversations banales étaient devenues répétées,
comment elle détournait avec humour, comment ses yeux s'arrêtaient rarement sur quelqu'un assez longtemps pour trahir une véritable émotion. Claire avait maîtrisé l'art de paraître sincère, et j'avais maîtrisé l'art de la croire pendant trop longtemps. N'était-ce pas adorable la nuit dernière, a-t-elle soudainement demandé, s'asseyant en face de moi. Ta mère avait l'air si heureuse. J'ai forcé un hochement de tête, la regardant briller, non pas d'affection, mais de satisfaction. Elle croyait avoir désamorcé le moment, que le commentaire étrange et tranchant qu'elle avait fait avait été rangé, pardonné par défaut. Elle n'a pas réalisé qu'elle avait montré son jeu. J'ai pris une bouchée de toast, mâchant lentement, puis je me suis levé pour débarrasser nos assiettes avant qu'elle ne le puisse. Elle a souri à cela, l'attribuant probablement à la normalité, mais pour moi, c'était de la stratégie. À ce moment-là, la maison ne ressemblait plus à un foyer. Elle ressemblait à une galerie. Chaque pièce remplie de portraits de qui nous étions censés être. Notre photo de mariage dans le couloir. Ce voyage à Cap Cod. Sa main dans la mienne dans le champ de citrouille l'automne dernier. Tous ces clichés murmuraient un mensonge que nous avions tous les deux accepté de raconter. Jusqu'à maintenant. Maintenant, les murmures sonnaient comme des accusations. J'ai porté nos assiettes à l'évier, les rinçant méthodiquement, les yeux fixés sur les bulles qui tourbillonnaient dans le siphon. Claire a enroulé ses bras autour de ma taille par derrière. Ne sois pas en colère, a-t-elle murmuré dans mon dos. Je n'ai rien dit. Non pas parce que je ne voulais pas parler, mais parce que je savais vraiment, que les mots me coûteraient plus cher que le silence ne le ferait jamais. Je n'étais pas en colère. Je me réveillais. Et parfois, la partie la plus effrayante du réveil n'est pas le cauchemar. C'est de réaliser qu'il n'a jamais pris fin. Ça a commencé avec un journal. Pas le genre avec des couvertures en cuir et dessinées en ruban. Juste un carnet à spirale bon marché que j'ai acheté pendant ma pause déjeuner. Couverture bleue, page lignée, oubliable. Mais ce petit livre est devenu la chose la plus honnête de ma vie. Je n'écrivais pas de poésie ni de diatribe, juste des faits, des orodatages, des observations. La façon dont la voix de Claire changeait quand elle répondait à certains appels téléphoniques, comment elle mentionnait une affaire de travail qui ne correspondait pas à ce qu'elle avait dit à ma sœur la semaine précédente. Les hésitations subtiles quand je posais des questions simples. Les entrées étaient courtes au début, des bribes de conversation décousues, un dîner manqué, un rire trop fort quand elle envoyait un message à quelqu'un qu'elle refusait de nommer. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que des schémas commencent à se former. Les mensonges, comme les tâches, se révèlent avec le temps et la lumière. Au travail, je gardais le journal caché sous une pile de dossiers de projet. Mon cubicule était un petit cercueil beige rempli de feuilles de calcul, de bavardages oisifs et du téléphone occasionnel qui sonnait. C'était le dernier endroit où quelqu'un s'attendrait à ce qu'un mari planifie sa rébellion tranquille. Personne n'a demandé ce que j'écrivais. Personne ne s'en souciait. Cet anonymat a rendu les choses faciles. Claire m'appelait parfois pendant le déjeuner. Toujours enjouée. Toujours un peu trop intéressée par ma journée. J'ai commencé à remarquer qu'elle n'appelait jamais depuis la ligne du bureau. Toujours depuis son portable personnel. Toujours à la même heure. Généralement juste après 1h de l'après-midi, quand les principales réunions clients de son bureau étaient prévues. J'ai commencé à chercher des détectives privés pendant mes pauses, discrets, du genre qui ne s'affichent pas sur des panneaux publicitaires ni nom de publicité ringarde. Je parcourais leur site web tout en grignotant des pâtes tièdes de mon Tupperware. C'était surréaliste de passer au crible des gens qui gagnaient leur vie en découvrant exactement ce que j'essayais de ne pas admettre, que ma femme était peut-être quelqu'un d'autre complètement. Mais je n'ai engagé personne. Pas encore. Je voulais être sûr que je ne réagissais pas seulement par fierté blessée. J'avais besoin de preuves. Pas seulement pour moi, mais pour la version de moi qui croyait en elle. Le vrai changement est survenu un vendredi quand elle m'a envoyé un message à 17h48. Réunion tardive. Ne m'attends pas, c'était la 3e réunion tardive cette semaine, mais je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit à ma sœur mardi. Qu'elle détestait rester après 17h. Que son équipe partait généralement tôt le vendredi. Alors, quelle version de Claire disait la vérité ? J'ai tout noté. Les dates, les citations, les contradictions. Le journal s'est rempli plus vite que je ne l'avais prévu. Chaque page, un cri silencieux. De retour à la maison, rien n'avait changé. Elle m'embrassait toujours en me saluant. Elle demandait toujours comment s'était passée ma journée.
Elle parcourait toujours Instagram à côté de moi sur le canapé tout en faisant semblant de rire des mêmes. Mais j'avais changé. La cuisine, la chambre, même l'odeur de son shampoing. Tout commençait à ressembler à des expositions. Je n'étais plus un participant à ce mariage. J'étais un conservateur cataloguant une vie construite sur du sable mouvant. Et plus j'écrivais, moins je reconnaissais la femme que j'avais épousée. J'avais l'habitude de croire que l'amour était une question de confiance. Maintenant, je n'étais plus sûr que ce soit même une question de connaître quelqu'un. Peut-être que c'était une question d'endurance, de combien de temps on pouvait retenir sa respiration en faisant semblant que tout allait bien. Je devenais bon pour retenir ma respiration. Mais je n'attendais plus seulement. Je me préparais. J'ai rencontré le détective un mardi. Son bureau était au-dessus d'un pressing et en dessous d'un avocat spécialisé en immigration, pris en sandwich entre des vies qui s'effondraient pour différentes raisons. Il ressemblait à l'oncle à la retraite de quelqu'un, veste en velours côtelé, thermos de café noir, yeux fatigués qui ne manquaient rien. Je lui ai tendu une enveloppe en papier craft. À l'intérieur, des pages copiées de mon journal, quelques relevés téléphoniques que j'avais discrètement sortis, et une photo imprimée de Claire avec une heure que je savais ne pas correspondre à son histoire. Il l'a parcouru sans commentaire, hochant simplement la tête lentement. « Vous voulez une confirmation ?» a-t-il demandé, la voix basse et ennuyée. « Ou vous voulez une stratégie ?» J'ai croisé son regard. Les deux. Il a dit que cela prendrait quelques jours. Que ce serait discret. Que la plupart du temps, les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent une justification pour la prochaine étape. Mais je n'étais pas comme la plupart des gens. Je voulais la vérité, en couleur, sous des lumières fluorescentes. Quand l'email est arrivé le jeudi, je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai fixé la ligne d'objet pendant ce qui m'a semblé des heures. Résumé d'observation, c'est juste ses initiales. Froid. Chirurgical. J'ai cliqué. Il y avait des photos. Pas scandaleuses. Pas de rouge à lèvres sur des cols ni de reçu de motel. Juste Claire dans un café, sirotant quelque chose de rose vif en face d'un homme que je ne reconnaissais pas. Grand, une posture confiante, familier de la manière dont les requins de l'entreprise se ressemblent toujours. Ils ont ri. Il lui a légèrement touché le poignet sur la table. Elle ne s'est pas retirée. Photo suivante. Elle marchant à côté de lui à l'extérieur de son immeuble de bureau, sa main effleurant le bas de son dos alors qu'ils entraient dans la même voiture. L'heure, mercredi, 19h16. Elle m'avait dit qu'elle avait une urgence client. Autre photo, le même homme, Richard Langston, marié, 2 enfants, vice-président de quelque chose qu'elle avait un jour juré ne pas supporter. Le rapport était exhaustif. Des réunions à des heures étranges, des dîners 2 fois, l'un dans un bar sur le toit où je l'avais emmené pour notre 5e anniversaire. C'est celle-là qui a fait mal. J'ai regardé la photo d'elle riant sous les lumières de ce bar, et quelque chose en moi s'est tordu. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai souri. Pas le genre de sourire que les gens comprennent. Le genre qu'on fait quand le puzzle s'emboîte enfin. Moche, inévitable, indéniable. J'ai fermé le rapport et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. L'horizon m'inspirait autrefois, me rappelait que la vie avait de la hauteur, du mouvement, de l'ambition. Maintenant, ça ressemblait juste à un échiquier. Chaque tour un joueur, chaque rue un piège. J'ai glissé le rapport dans mon tiroir et je me suis adossé à ma chaise. Mes collègues se déplaçaient derrière les cloisons, tapant des rapports, bavardant sur les jours de vacances. La vie normale continuait, mais à l'intérieur de moi, de l'acier. Pas de rage, pas de tristesse, juste de la résolution. Je n'allais pas la confronter. Pas encore. La confrontation donne aux gens le temps de tordre le récit. Claire était trop douée pour ça. Elle pouvait transformer un coup de poing en un câlin avec juste le bon ton, les bonnes larmes. Non, je n'allais pas lui donner la scène. À la place, j'allais jouer son jeu mieux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, elle était dans la cuisine, faisant sauter quelque chose avec trop d'ail. Ses cheveux étaient relevés, de la musique douce jouait, et elle m'a accueilli avec la même chaleur répétée. « Salut, chérie, longue journée ?» Je l'ai embrassée sur la joue et j'ai souri. Oui, mais productive. Et à ce moment-là, j'ai su que la femme que j'avais épousée n'était pas debout devant moi. Elle était sur la photo sous les néons,
riant avec un homme qui n'était pas son mari, et elle n'avait aucune idée que j'avais déjà commencé sa perte. Elle a dû le sentir. Le silence, le recalibrage, la façon constante dont je ne posais plus de questions sur sa journée. La façon dont je souriais trop calmement à ses excuses. Un après-midi, alors que je posais mes clés sur le comptoir, Claire s'est appuyée contre le cadre de la porte avec cette vieille inclinaison de tête familière. « Partons ce week-end », a-t-elle dit. Je me suis retourné lentement. « Hors de la ville ? Juste nous deux. » Elle a souri. Vif, doux, presque crédible. Au lac, dans les collines. Du vin, un changement de décor. Pas de travail, pas de famille, pas de distraction. J'ai hoché la tête. Ça me va. Elle s'est illuminée de mon accord, comme si elle avait retrouvé l'équilibre dans un jeu qu'elle ne savait pas qu'elle perdait. Mais ce qu'elle n'a pas vu, ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'est que je n'acceptais pas de renouer. J'acceptais de l'étudier de plus près. Elle a tout réservé cette nuit-là. Des billets de train, un petit bed and breakfast pittoresque quelque part qu'elle avait vu sur Instagram. Tout en décoration antique et charme rustique. Elle m'a même envoyé l'itinéraire par SMS, comme si nous planifions une deuxième lune de miel. J'ai répondu avec un emoji pouce levé. Ce vendredi-là, nous sommes montés dans le train juste avant le coucher du soleil. Le quai sentait la pluie et l'acier froid. J'ai porté nos bagages, j'ai souri pour la photo de la gare qu'elle a insisté pour prendre, et je me suis adossé sur le siège à côté d'elle. Alors que le train commençait à bouger, elle s'est endormie 1 heure après le début du voyage, sa tête tombant doucement contre la fenêtre, sa respiration douce, ses mains jointes sur ses genoux comme un enfant à l'église. Je l'ai observé un moment, à quel point elle avait l'air paisible, à quel point c'était répété. Puis j'ai mis la main dans la poche de mon manteau, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier sécurisé où je gardais tout. Photos, relevés, dates, export de texte. Le rapport du détective était soigneusement étiqueté, ses habitudes, ses adresses, ses mensonges. Je les ai parcourus, non par nécessité, mais par rythme. Comme vérifier une cicatrice pour s'assurer qu'elle fait encore mal. Dehors, la campagne défilait en bandes d'ambre et de vert. J'aurais dû ressentir quelque chose. Du soulagement. De la victoire. De l'amertume. Mais je n'ai rien ressenti. Juste une calme préparation. Claire a bougé à côté de moi, clignant des yeux lentement. Désolée, a-t-elle marmonné, repoussant ses cheveux. J'ai ronflé ? J'ai souri. Pas cette fois. Elle a ri doucement, comme elle le faisait à nos débuts, comme si le monde avait encore un sens. Je lui ai tendu une bouteille d'eau, puis je me suis retourné vers la fenêtre. Elle pensait que ce voyage était une retrouvaille, mais pour moi, c'était une reconnaissance. Elle croyait toujours que j'essayais, et c'était mon plus grand avantage. Quand nous sommes revenus du voyage, Claire semblait plus légère, souriant davantage, riant facilement comme si quelque chose s'était levé. Elle pensait probablement que je lui avais pardonné. Que le temps passé loin avait adouci les fissures qu'elle n'avait pas encore reconnues à voix haute. Mais la vérité est que, pendant qu'elle emballait des robes d'été et des souvenirs de vin, j'avais emballé de la certitude. Je n'avais plus besoin de questionner. J'avais besoin de bouger. Le lendemain de notre retour, j'ai rejoint un petit dîner de groupe avec nos amis communs, quelque chose que nous faisions ensemble. Mais Claire avait un verre de travail, alors j'y suis allé seul. Ça a commencé par un rire désinvolte pendant que nous buvions du vin. Avez-vous déjà remarqué que les réunions tardives de Claire coïncident toujours avec des orages ? Ai-je dit, en buvant lentement. La table a gloussé. Angela, son ancienne colocataire d'université, a haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien, ai-je haussé les épaules en souriant. Elle semble juste toujours avoir besoin d'un parapluie et d'un chargeur en même temps. Elle doit être maudite. Je l'ai dit comme une blague, mais je savais que l'étincelle était allumée. La semaine suivante, c'était un groupe différent. Des amis de son cercle de travail. J'ai joué le rôle du mari dévoué. Elle a beaucoup travaillé tard ces derniers temps, ai-je dit, remuant nonchalamment le sucre dans mon café. J'oublie toujours sur quoi son équipe travaille. C'est le projet Cooper ou la proposition Harrington ? Quelqu'un a froncé les sourcils. Harrington, ça s'est terminé il y a 2 mois. J'ai laissé cela s'installer avant de minimiser. J'ai peut-être mal entendu. Je n'ai pas mal entendu. Je l'ai simplement planifié. Chaque conversation,
Chaque moment partagé, je suis devenu un peu moins présent et un peu plus calculateur. Et lentement, la toile de murmure a commencé. Ça a commencé par un message de Marc, son ami de la fac de droit. Et, mec, tout va bien entre toi et Claire? J'ai répondu avec un simple « oui, pourquoi ?» Sa réponse est arrivée 1 minute plus tard. C'est juste qu'elle a l'air bizarre, nerveuse, des histoires étranges. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. C'est tout ce dont j'avais besoin. La beauté de la suspicion est qu'elle n'a pas besoin d'être confirmée. Elle a juste besoin d'être suggérée. Les gens font le reste eux-mêmes. L'esprit humain comble les vides de manière beaucoup plus vivante que la vérité ne pourrait jamais le faire. Au dîner, je disais des choses comme « Claire a été distante ces derniers temps » et immédiatement après « mais je suppose que c'est ce qui arrive avec les gens occupés, non ?» Ça ne sonnait jamais accusateur, juste pensif, las, le genre de déclaration à laquelle les gens hochent la tête sans se rendre compte qu'ils viennent de prendre parti. Et à travers tout ça, Claire est restée inconsciente. Elle souriait toujours quand nous organisions un brunch, me prenait toujours le bras au mariage, postait toujours des photos soigneusement retouchées de nous avec des hashtags comme #amour-toujours et #femme-chanceuse. Mais les commentaires ont commencé à se raréfier, les « j'aime » ont diminué, et dans les conversations dont elle ne faisait pas partie, son nom avait un ton différent. Un après-midi, nous avons croisé des amis à l'inauguration d'une galerie. Claire a ri et les a salués avec sa facilité habituelle, mais j'ai observé de près. Les gens la regardaient plus longtemps. Leur sourire n'allait pas aussi loin. Leurs étreintes étaient légèrement raides. Elle l'a senti. Même si elle ne savait pas ce que ça signifiait. Ce soir-là, en rentrant à la maison dans le froid, elle était silencieuse. « Tu as senti que quelque chose n'allait pas ce soir ?» a-t-elle soudainement demandé. Je l'ai regardé. Avec qui? Je ne sais pas. Avec tout le monde, je suppose. Une énergie bizarre. J'ai hoché la tête pensivement. Peut-être que les gens remarquent quelque chose. Elle a fait une pause. Comme quoi? J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas, puis j'ai continué à marcher. J'ai laissé son imagination terminer la phrase. À ce stade, j'avais appris que la chose la plus dévastatrice n'est pas de crier votre vérité. C'est de la murmurer assez fort pour que le mensonge commence à se fissurer tout seul. Quand j'ai envoyé les invitations, Claire s'est illuminée comme je ne l'avais pas vue depuis des semaines. Une fête, a-t-elle rayonné, parcourant l'invitation numérique sur mon ordinateur portable. Noah, tu te lâches enfin. J'ai souri. Je me suis dit qu'il était temps. Nous l'avons appelée une célébration de la gratitude. Juste des amis, des collègues, quelques membres de la famille. Du vin décontracté, des amuse-gueules, du jazz doux en fond sonore. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste une excuse, en réalité, pour que Claire soit de nouveau le centre de l'attention. Et elle l'a fait, à la perfection. Ce soir-là, elle a flotté à travers la maison comme si c'était une scène construite juste pour elle. Les rires serpentaient dans les pièces pendant qu'elle racontait des histoires, remplissait les verres, complimentait les robes. Sa voix atteignait le ton parfait entre spirituel et chaleureux. Elle a même mis cette robe bleu marine, celle que je lui avais achetée pour notre 5e anniversaire. Je l'ai regardée s'assurer d'être photographiée avec chaque invité, chaque angle flatteur, chaque moment partageable. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette fois, les applaudissements seraient pour quelqu'un d'autre. À 20h17 précise, la sonnette a retenti. Je me suis excusé d'une conversation sur les cépages de Pinot et j'ai marché lentement jusqu'à la porte. Quand j'ai ouvert, elle était là, silencieusement. Une femme d'une 40aine d'années, soignée, maîtrisée, avec des yeux qui ne clignaient pas trop vite. Elle s'appelait Dana Langston, la femme de Richard. Je me suis écarté et j'ai fait un geste vers la foule derrière moi. Merci d'être venue. Elle a hoché la tête une fois et est entrée. Claire ne l'a pas remarqué tout de suite. Elle était occupée à raconter à nouveau l'histoire de notre mésaventure de lune de miel. Comment je nous avais réservé une suite nuptiale à côté d'une famille de 5 personnes avec un jeune enfant qui a crié toute la nuit. Tout le monde a ri, moi y compris. Puis Dana est entrée dans la cuisine. Le rire de Claire a vacillé. Elle a cligné des yeux, les lèvres légèrement entr'ouvertes, son verre incliné dans sa main. Dana est restée immobile, son expression illisible. Elle n'était pas là pour faire du théâtre. Claire s'est rapidement ressaisie. « Oh, Dana, je ne m'attendais pas à te voir ici.
Sa voix était douce, haletante. Prudente. Dana a offert un petit sourire. Je sais que tu ne t'y attendais pas, c'était le moment. L'air a changé. La conversation ailleurs a commencé à s'atténuer, comme si les murs eux-mêmes avaient commencé à écouter. Claire m'a regardé par-dessus l'épaule de Dana, quelque chose flottant sur son visage. Une fissure, un calcul. Noah, a-t-elle dit, la voix tendue. Je peux te parler en privé. J'ai bu une gorgée de ma boisson. Dans une minute. Dana n'a pas été méchante. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas accusé. Elle a simplement commencé à parler aux gens à proximité. Elle a parlé de la difficulté d'être mariée à quelqu'un qui prétend être toujours au travail. Comment on commence à douter de ses propres instincts? Comment ça fait plus mal quand la trahison n'est pas seulement physique, elle est intellectuelle, émotionnelle. Au moment où elle a dit le nom de Richard, personne n'a semblé surpris. Claire a essayé de rire de la situation. Ça devient un peu dramatique, non? Quelqu'un près de l'évier s'est éclairci la gorge. Un autre a regardé sa montre. Claire m'a regardé. C'est toi qui l'as invité. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris une autre gorgée. Le silence autour d'elle était nouveau. Pas vide, lourd. Elle a réessayé, la voix plus forte. Et alors? C'est une embuscade? Non, ai-je dit à voix basse. C'est la vérité. Sans filtre. Tu aimes être le centre de l'attention, Claire. Je voulais juste que tu aies tout le public. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Les invités se sont excusés un par un, sortant par la porte d'entrée avec des bonsoirs murmurés et des regards de côté. Personne n'a demandé de selfies. Personne n'est resté pour le dessert. Claire est restée au milieu de la pièce, entourée de verres intacts et de fleurs fanées. Elle avait l'air petite. Pour la première fois depuis des années, peut-être jamais, et moi, je n'ai ressenti rien d'autre que de la clarté. Les conséquences ne sont pas venues en flammes. Elles sont venues en chuchotement. Pendant les 2 jours suivants, Claire m'a à peine parlé. Elle se déplaçait dans la maison comme une femme arpentant une cage, rangeant des choses qui n'avaient pas besoin d'être rangées, ouvrant le réfrigérateur pour le refermer aussitôt. Son téléphone vibrait sans arrêt, bien qu'elle ne réponde qu'à la moitié des appels. Je n'ai pas demandé qui appelait. Elle avait perdu le luxe de la vérité sélective. Le 3e matin, elle a fait des pancakes maison. Aux myrtilles, mes préférés. L'odeur s'est répandue dans la maison, familière et étrange, comme une chanson qui signifiait autrefois quelque chose, mais qui sonnait maintenant faux. Je me suis assis à table. Elle a posé l'assiette devant moi et s'est assise en face, le visage impassible. Noah, a-t-elle dit doucement. Nous devons parler. J'ai coupé les pancakes sans lever les yeux. À propos de quoi? Tu m'as piégé, a-t-elle dit, la voix plate. Ce n'était pas juste. J'ai posé ma fourchette. Mentir pendant 3 mois ne l'était pas non plus. Elle a pris une profonde inspiration, se recentrant comme quelqu'un qui s'apprête à témoigner devant un tribunal. Richard et moi, ce que tu penses avoir vu, ce n'était pas ce que ça avait l'air. J'ai haussé les sourcils. Ce n'était pas ce que ça avait l'air? Claire, il y a des photos, des messages. Tu as ri avec lui dans le bar où nous avons célébré notre anniversaire. Ses doigts se sont resserrés sur sa tasse de café. Nous étions amis, a-t-elle dit. Peut-être qu'il a franchi une ligne, émotionnellement, mais... Arrête. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste laissé les mots s'installer, sans cligner des yeux. Ne réécris pas l'histoire maintenant que la salle regarde. Elle a cligné des yeux, son visage se crispant légèrement. Tu penses que tu as gagné, a-t-elle murmuré. Parce que les gens m'ont regardé différemment pendant une nuit. Ils oublieront. Je me suis penché en avant. Crois-tu vraiment que ça concerne les autres? Ses lèvres se sont séparées, mais aucun mot n'est sorti. Tu as cassé quelque chose, Claire. Et au lieu de l'assumer, tu m'as fait douter de moi, du mariage, de la maison, pensant que ce n'était rien. Elle s'est redressée. Je ne suis pas la méchante ici. J'ai hoché la tête lentement. Alors prouve-le. C'était le piège. Elle a mordu à l'hameçon. Plus tard dans la soirée, je l'ai entendu parler au téléphone avec Richard. Elle arpentait le couloir à l'étage, la voix basse, urgente. J'ai besoin que tu me soutiennes, a-t-elle dit.
Tu dois dire que ce n'était rien. Un malentendu émotionnel. C'est tout. Je suis resté en silence dans les escaliers, juste hors de vue. Je sais que ta femme était là, mais elle n'a pas de preuves. C'est juste la parole de Noah contre la nôtre. Voilà. Elle ne protégeait pas l'amour, elle protégeait sa réputation. Au travail, elle a commencé à programmer des cafés avec des collègues que nous n'avions pas vus depuis des mois. Elle a fait des pâtisseries pour les voisins, s'est portée volontaire pour une collecte de fonds locale, essayant de lisser les fissures de son image avec charme et sucre. Et cela aurait pu fonctionner si elle n'avait pas sous-estimé à quel point la marée était déjà montée. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'une de nos amies communes. Rachel, la voix douce, toujours réservée. Je ne voulais pas m'en mêler, a-t-elle dit avec précaution. Mais Claire est venue me voir. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu étais froid. Que tu n'étais pas stable. Qu'elle s'inquiétait pour les enfants. Mon sang s'est glacé sur le champ. Elle est en train de construire un récit. Rachel a poursuivi. Mais je te connais, Noah. J'ai vu comment tu as géré tout ça. Je pensais juste que tu devais savoir. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis seul pendant un bon moment. La pièce trop silencieuse. Le silence s'étirait trop longtemps. C'était donc son prochain coup. Si elle ne pouvait pas réparer son image, elle essaierait de salir la mienne. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti le petit enregistreur que j'utilisais depuis la fête, non pas pour la piéger, juste pour me protéger. J'avais déjà des heures de confessions silencieuses, de menaces voilées, de retournements stratégiques, assez pour construire un mur de vérité autour de n'importe quelle histoire qu'elle essaierait de tordre. Claire ne s'effondrait pas. Elle redoublait d'efforts, mais elle n'avait pas réalisé. Moi aussi. Elle a toujours connu le pouvoir de la perception. Quand nous nous sommes rencontrés, c'était une partie de son charme. La facilité avec laquelle les gens lui faisaient confiance. La façon dont elle pouvait incliner la tête, toucher votre bras au milieu d'une phrase et vous faire croire qu'elle vous voyait. C'était une performance si impeccable que je n'ai pas réalisé qu'elle avait un public jusqu'à ce que je ne sois plus le coprotagoniste. Mais maintenant elle jouait ce charme pour un juge qu'elle n'avait pas encore rencontré. Ça a commencé par des changements subtils. Elle a commencé à dire aux enfants que j'étais fatigué ces derniers temps, que j'étais stressé par le travail et que j'avais besoin d'espace. Elle utilisait cette voix, le ton doux, presque chuchoté, destiné aux histoires pour s'endormir et aux manipulations. Un après-midi, notre fille Lily, qui n'a que 8 ans, m'a regardé pendant que je l'aidais à faire ses devoirs et a demandé « Papa, tu es tout le temps en colère contre maman ?» Je me suis figé. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Elle a dit que tu es vraiment en colère et que tu es froid. Les empreintes digitales de Claire, claires comme de l'encre. Je me suis agenouillé à côté de Lily, lissant ses cheveux. Parfois, les adultes traversent des épreuves, ma chérie. Mais être silencieux ne veut pas dire être en colère. Elle a hoché la tête, ne comprenant pas tout à fait. Mais la graine avait été plantée. Claire empoisonnait le puits lentement, avec soin, comme si elle pensait que je ne m'en rendrais pas compte. Mais je l'ai fait. Et j'ai tout documenté. L'enregistreur que je gardais caché a capté son murmure dans la chambre de notre fils Ethan. Reste près de moi, d'accord? Ton père traverse une période difficile. Nous devons être patients avec lui. Elle n'a jamais rien dit de ouvertement cruel, juste assez pour changer le récit. Juste assez pour créer de la distance. Mais ce que Claire ne savait pas, c'est que j'avais commencé à construire un dossier épais. Pas seulement des enregistrements. J'avais des fils de discussion, des captures d'écran de ces incohérences, des témoins. Même la femme du collègue avait accepté d'écrire une déclaration décrivant les messages de Claire, comment elle riait d'avoir besoin d'un alibi, comment elle qualifiait Richard de « vrai partenaire » pendant leur liaison émotionnelle. Je savais où cela menait, alors je suis passé à l'offensive. J'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille, une femme nommée Adrienne avec des yeux perçants et des instincts encore plus aiguisés. Elle n'a pas scié quand je lui ai tout exposé. Elle prépare une défense, a dit Adrienne. Elle essaie de créer un schéma qui vous fera paraître inapte ou émotionnellement indisponible. J'ai hoché la tête. C'est pourquoi j'ai tout documenté. Adrienne a parcouru les preuves, son stylo rouge tapotant le coin d'une page. Avec ça, vous avez un dossier solide pour la garde. Si elle intensifie, nous intensifierons. L'après-midi suivant,
Claire a abordé le sujet de la thérapie pendant le dîner. Elle a glissé l'idée sur la table comme une offrande de paix. Je pense que ce serait bien pour les enfants, a-t-elle dit. Il remarque la tension. J'ai bu une gorgée d'eau. C'est une excellente idée. Ses yeux ont cligné de surprise. Je n'avais jamais accepté ces plans aussi rapidement. Elle ne savait pas que j'avais déjà réservé une séance individuelle avec un psychologue pour enfants ou que j'avais 3 déclarations sous serment distinctes d'amis qu'elle avait approchées. Chacune notant ses tentatives de tordre l'histoire pour se présenter comme la victime. Elle construisait une version des faits dans laquelle j'étais froid, distant, peut-être même dangereux. Mais je construisais quelque chose de plus solide. La vérité. Un soir, je l'ai prise par surprise. Elle était dans la buanderie en train de plier des serviettes, le bruit blanc du sèche-linge bourdonnant autour d'elle. Je suis entré, l'enregistreur déjà en marche dans ma poche. Tu as dit des choses aux enfants. Elle s'est retournée. Pardon? Tu m'as piégé. Tu crois que je ne le remarque pas? Son visage s'est tendu, puis s'est adouci en ce calme répété. J'essaie de les protéger de ton détachement. Je me suis approché. Tu ne les protèges pas. Tu les manipules. Et j'ai des preuves. Son masque a glissé juste une seconde. Ses yeux se sont plissés. Tu n'oserais pas, je le ferai, ai-je dit doucement. Au tribunal. Elle m'a fixé et dans cette pause, quelque chose a changé. Elle a réalisé que je ne bluffais pas. Ce soir-là, je l'ai vue essayer de s'accrocher au rôle de mère et de martyr, mais il ne lui allait plus aussi bien. Elle avait franchi une ligne en impliquant les enfants, et j'avais fini de la laisser écrire le scénario. Les papiers étaient prêts pour mercredi. Divorce, garde exclusive, pas de pension alimentaire. Mon avocate avait tout préparé avec une précision clinique, comme un chirurgien disposant ses outils avant une opération. Nous avions rassemblé assez d'enregistrements, de déclarations, de chronologie. Rien de dramatique, rien de théâtral, juste des faits empilés plus haut que ses excuses. Je ne les lui ai pas remis devant les enfants. J'ai attendu qu'il soit à l'école. Claire était dans le salon, parcourant son téléphone dans un de ces peignoirs douillets qu'elle avait achetés pour les dimanches paresseux. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est? Je me suis assis en face d'elle. C'est l'heure. Elle a ouvert le dossier lentement, comme si le papier pouvait la mordre. Ses yeux ont parcouru la première page, puis la deuxième, et puis, lentement, son visage a changé. Ça dit, garde exclusive. Oui. Elle a ri, mais ce n'était pas de l'humour. C'était de l'incrédulité. Tu penses que tu obtiendras la garde exclusive? Sur quel motif, Noah? Parce que j'ai fait quelques erreurs. Tu n'es pas parfait. Non, ai-je dit, avec un calme forcé. Mais je n'ai pas menti à nos enfants. Je ne les ai pas manipulés. Je n'ai pas émotionnellement quitté le mariage pour ensuite faire comme si c'était moi qui l'avais fait. Sa voix s'est élevée. Tu n'as pas de preuves. J'ai glissé un autre dossier sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient les déclarations sous serment, des impressions de texte, des témoignages, des déclarations de la femme du collègue, des notes du thérapeute. Si, j'en ai-je dit. Elle n'a pas ouvert le dossier, elle l'a juste fixé comme si c'était quelque chose de pourri. Tu m'as pris par surprise, a-t-elle murmuré. Je n'ai jamais pensé. Tu n'as jamais pensé que j'arrêterais de faire le jeu, ses yeux se sont remplis de larmes. Pas de chagrin, de peur. Le genre qui arrive quand une personne réalise qu'elle est enfin, indéniablement, responsable. Tu vas me ruiner, a-t-elle dit, à peine audible. J'ai secoué la tête. Non, Claire, tu l'as fait toi-même. Je m'assure juste que tu ne puisses ruiner personne d'autre en cours de route. Au cours des jours suivants, les choses ont bougé rapidement. Son avocat a appelé le mien, avec des menaces fanfaronnes. Nous n'avons pas cédé. Claire a essayé de rallier du soutien, a contacté des amis, mais le terrain était mou maintenant. Les personnes sur lesquelles elle comptait autrefois avaient entendu assez de murmures, vu assez de fissures. Personne ne s'est retourné publiquement contre elle, mais le silence était plus fort que n'importe quelle défense. Elle est venue me voir tard un soir. Sans maquillage, sans angle, juste claire, plus petite que je ne l'avais jamais vue. Noah, si on va au tribunal, je vais tout perdre. Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée. Allons en médiation.
partageons les choses en silence. Tu gardes la maison. Je garde l'appartement. Je veux juste 50-50e avec les enfants. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as essayé de les monter contre moi. Tu leur as dit que j'étais instable. J'ai paniqué, a-t-elle dit, le souffle court. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais l'impression que tu t'éloignais. C'est toi qui m'as repoussé et ensuite tu m'as reproché la distance. Elle a regardé le sol. Puis j'ai dit quelque chose que j'attendais de dire depuis des mois. Je ne te fais pas confiance, Claire. Ni en tant que partenaire. Ni en tant que mère. Ses épaules se sont affaissées. J'avais peur, a-t-elle murmuré. Que tu partes en premier. Que tu vois que je n'étais pas assez. Je me suis levé, prenant mon manteau. Tu n'avais pas peur que je parte. Tu avais peur que je reste et que je voie la vérité. Le lendemain, son avocat a cédé. Elle a accepté la médiation, mais nous n'avons pas cédé sur la garde exclusive. La confiance de Claire a vacillé. À chaque réunion, elle parlait puis regardait son avocat comme si elle avait besoin de permission. La femme qui dominait autrefois chaque pièce demandait maintenant si elle pouvait faire une pause. La réunion finale a été la pire pour elle. J'ai exposé les déclarations sous serment d'amis communs, les enregistrements, la déclaration écrite de Dana Langston. Elle n'a pas parlé pendant 10 minutes. Finalement, son avocat s'est tourné vers elle. « Claire, vous perdrez au tribunal. » Elle a hoché la tête lentement, des larmes coulant silencieusement sur sa joue. Je n'ai pas jubilé, car ce n'était pas de la vengeance. C'était une réparation. La salle d'audience était plus froide que je ne l'avais prévu. Claire était assise 2 rangées plus bas avec son avocat, parfaitement immobile, les yeux fixés sur la table. Pas sur moi. Elle portait une veste anthracite, les cheveux tirés en arrière, les lèvres pâles. Si vous ne connaissiez pas l'histoire, vous penseriez qu'elle était la partie lésée. Mais le juge le savait. Tout le monde le savait. J'ai regardé depuis mon siège la dernière pièce s'emboîter. L'extrait audio, celui de notre anniversaire, a joué doucement à travers les haut-parleurs du tribunal. Ma voix est venue en premier. Chaleureuse, pleine d'espoir. À Claire. 7 ans de loyauté. Puis sa réponse. Comme c'est mignon. Un petit rire. Je ne le pensais pas comme ça. Je t'aime. Ce petit rire, le silence qui a suivi. On pouvait entendre mon cœur brisé piégé dans ces quelques secondes d'air. Quand ce fut fini, personne n'a dit un mot pendant un moment. Puis le juge s'est penché en avant. La garde est accordée à Monsieur Blake, a-t-il dit. Exclusive, avec des visites structurées. La pension alimentaire est refusée. Le maillet est tombé. Et juste comme ça, la performance était terminée. Claire n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle s'est levée lentement, a quitté la salle d'audience et a disparu dans le couloir comme quelqu'un qui quitte la scène. Applaudissements retenus. Je l'ai suivie quelques minutes plus tard. Elle était assise sur le banc près de la sortie, la tête dans les mains, les épaules secouées de tremblement. Je me suis arrêté à quelques mètres. Elle a levé les yeux rouges, brisés d'une manière qu'aucune excuse ne pourrait réparer. Je n'ai jamais pensé que tu irais jusqu'au bout, a-t-elle dit. Je l'ai fait. Elle s'est levée, lançant un dernier coup. J'espère que ça en valait la peine. Je l'ai regardée pendant un long moment, puis j'ai dit ce qu'elle n'attendait jamais. Je ne l'ai pas fait pour gagner, Claire. Je l'ai fait pour arrêter de me perdre. Puis je me suis retourné, je suis sorti dans la lumière du matin et je n'ai pas regardé en arrière.